Hello les amis, nous sommes le lundi 12 octobre 2020 et la question qui est sur toutes les lèvres, c'est stop ou encore. Que va annoncer Emmanuel Macron mercredi soir? Stop à cette pandémie ou encore continuer ce plan? Parce que franchement, il y a deux alternatives. Soit il veut continuer à nous faire peur, soit pas. Alors j'entends que maintenant certains éditorialistes appellent certains professeurs des rassuristes. Ils ont trouvé un nouveau mot, ça leur plaît, des rassuristes. Donc ça veut dire que eux, c'est des catastrophistes. Bon, je sais pas si ça se dit, mais bon, rassuristes, je sais pas si ça se dit non plus. Mais ils les ont appelés comme ça. Catastrophistes ou menteurs? Parce que franchement, ne pas savoir lire les chiffres et continuer à faire peur aux Français, c'est assez incroyable. C'était samedi soir. Je disais 2 fois plus de cas positifs quand il y a eu la fameuse journée à 29 000 cas. Record, des records battus. Fait peur, les Français ont peur. Oh, 29 000 cas, mon Dieu, mon Dieu. Et puis partout sur les réseaux internet, vous savez, les médecins catastrophistes, ceux qui veulent continuer le virus de la peur, disent « Ah ben regardez, les couillons qui n'annonçaient qu'il n'y aurait pas de deuxième vague, il y a 29 000 cas. » C'est des cas, les gens sont pas malades. Donc j'avais écrit 2 fois plus de cas positifs en France aujourd'hui, donc samedi 29 000 cas, que sur l'ensemble du continent africain qui compte 1,5 milliard d'habitants. 3 explications sont possibles. Le virus s'arrête aux frontières, c'est une possibilité. Les tests français sont faux car ils dépassent les 35 cycles et que l'ARS ne veut toujours pas communiquer sur ce nombre. Nos voisins plus proches sont entre 5 à 20% du nombre de notre cas, sauf si une fois de plus le virus s'arrête aussi aux frontières. Ou alors l'Afrique dont les habitants ont l'habitude de prendre de la chloroquine tous les jours depuis des années est protégée. Je rappelle que c'est l'un des médicaments les plus vieux et vendus au monde. Si vous voyez d'autres hypothèses, n'hésitez pas à me les communiquer. Je serai content, ravi, honoré de les passer à l'antenne. Par contre, je peux vous annoncer en lisant dans ma boule de cristal que le nombre de cas positifs va chuter demain. Normal, c'est dimanche. Hier, un ami me dit « T'as vu, Silvano, en Italie, cela augmente. Aussi, le nombre de cas, 4000. » Effectivement, le même jour, l'Italie avait battu le record du nombre de tests. 130 000 en une seule journée. Ce qui fait donc 3% de cas positifs. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que si dans cette même journée, on avait pu, par un tour de magie extraordinaire, pu tester les 60 millions d'Italiens en même temps, on aurait trouvé, avec le même ratio, 1,8 million d'Italiens positifs. Et tout va bien, car il y avait, dans toute l'Italie, moins de 400 personnes en réanimation Covid. Réveillez-vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Souvent, quand on fait des sondages, quand vous lisez des sondages, Marine Le Pen contre Macron, tout ça, c'est des sondages sur 1000, 1200 personnes. Hein, ça représente un panel des Français, qui sont relativement justes. Quand vous, le soir de la présidentielle, vous allumez votre télé à 20h, vous avez le résultat, c'est une estimation. Et cette estimation, souvent, bon, il y a quelques petits pouillèmes qui changent, bien entendu, mais c'est à peu près juste. Donc, sur 130 000, c'est pas mal, hein, 130 000. On peut estimer qu'en Italie, sur 130 000 personnes testées sur 60 millions, on va dire qu'on aurait pu trouver 1,8, peut-être 2 millions de positifs, en vrai. Eh bien quoi? Il n'y a rien. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est ce que l'on dit depuis le début, que le Covid perd de sa virulence. Donc j'ai continué dimanche soir, comme je vous l'avais annoncé, donc hier soir, en lisant dans ma boule de cristal, spectaculaire chute de nombre de cas positifs en France, en chute de près de 11 000 par rapport à hier. Et oui, on était dimanche hier, moins de tests, moins de cas. Arrêtez de vous faire tester pour rien, vous êtes négatif, et vous allez vous faire retester demain, parce que vous dites, je l'ai peut-être chopé dans la journée. Et là, je me demande combien de personnes vont se faire tester X fois, ce qui vient grossir le nombre de cas. Du reste, on a appris aujourd'hui qu'une personne qui est testée négative n'est comptée qu'une fois négative, mais si elle est positive, elle est comptée 3 fois. Hein. Vous êtes positif, eh bien on va vous dire de rester chez vous et de prendre du paracétamol. On va y revenir sur le paracétamol. La belle affaire. Au fait, elles sont où les études randomisées double aveugle du paracétamol? On va y revenir. Et donc en Italie, on publie aussi ça. Regardez, on fait une comparaison. Bon, j'ai pris le screenshot un peu à l'envers, je m'en excuse. Entre le 28 mars, en plein pic de l'épidémie, et le 9 octobre. Le 28 mars, il y avait 5 974 cas positifs détectés dans la journée. Le 9 octobre, 5372. Les décès, le 28 mars, 889. Les décès, le 9 octobre, 28. Les tests, le 28 mars, 135 477.
le 9 octobre, 129 471. Le pourcentage de positifs sur les tests, 16,8%, ce qui est énorme, le 28 mars, 4,15 le 9 octobre. Les gens qui sont en réa, 3856 le 28 mars, 387 le 9 octobre. Et ceux qui ont été hospitalisés, 26 676 le 28 mars. Et ceux qui sont hospitalisés, 26 676 28 mars, 4086 en octobre. Donc soit on soigne mieux, mais là, ça peut pas être possible parce que le nombre de cas positifs devrait être le même. Donc ce qui veut dire que le virus, on est en phase dégressive et non pas en phase d'augmentation. Il n'y a pas de seconde vague, échec et mat. Et du reste, pour la France, on peut faire strictement la même chose, mais je vais laisser bien plus intelligent que moi s'exprimer, le professeur Toussaint. On entend en permanence qu'il y a, alors là on va le dire, donc plus de 27 000 nouveaux cas dans les dernières 24 heures, des cas très souvent qualifiés de Covid-19. Mais si je comprends bien, pour les auditeurs qui nous écoutent, la Covid-19, c'est le nom de la maladie. Et lorsqu'on est testé, vous me reprenez si je me trompe, professeur, on est testé à la présence d'un virus. Ce n'est donc pas la même chose. Donc est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? On est testé lorsqu'on est positif à la présence d'un fragment d'ARN viral. C'est-à-dire même pas au virus. Et on mélange au milieu de tout cela des sujets qui sont guéris, des sujets qui sont non contagieux, des sujets qui sont asymptomatiques, des sujets qui sont peu symptomatiques, des sujets malades et des sujets sévères. Et on ne sait plus faire le tri au milieu de tout cela, sans compter même les faux négatifs qui oublient de dépister, ou les faux positifs qui, par excès, vont trouver des gens qui n'auraient jamais rencontré le virus. Sur l'ensemble de ces points, on n'arrive plus maintenant à trouver le lien qui nous ramène à la maladie, qui est la certitude de cas sévères qu'il faut voir sur les formes sévères et sur les décès. Or, comment on le fait maintenant, et vous faites bien de mentionner cette dérive sémantique qui est donc quand on dit qu'il y a 27 000 nouveaux cas dans les dernières 24 heures, 26 896... Il y a 27 000 tests positifs. Ça ne veut pas dire 27 000 nouveaux malades, on est bien d'accord. Loin de là. Voilà. Loin de là. Et donc, on va avoir par cet effet, finalement, un changement qui nous a fait passer du décompte de la mortalité quotidienne à celui de ces tests positifs. Si nous avions la même létalité que celle que nous avions eue au mois de mars, c'est-à-dire le rapport du nombre de décès sur le nombre de positifs qui était de 10 à 20% selon les jours, il aurait dû y avoir hier 5 400 décès en France. Nous en avons connu 54. Ce qui veut dire que cet état de fait nous démontre une maladie qui est 50 à 100 fois moins létale. Oui. Voilà, et on peut faire strictement la même chose dans tous les pays du monde, sauf la Suède, qui est un cas à part. On ment, on suit un plan. Alors certains vont me dire, oui mais Sylvano, les médecins, on les entend, ils sont fatigués, ils en peuvent plus. Ça, c'est un autre sujet, on va y venir. On entend aussi, oui, les réas sont pleines. Ouais, les réas sont pleines. Je vous avais dit, il fallait regarder l'excellente vidéo du docteur Fouché, de la Timone, médecin urgentiste, qui était passé sur le canal YouTube de l'IHU Méditerranée. Je rappelle juste ici ce que Violaine Guérin dit, il ne faut pas l'oublier. Pour comprendre comment fonctionne notre système hospitalier actuellement, un lit de réanimation se doit d'être plein. Sinon, il finira par être fermé. N'attendez donc pas de transparence sur les chiffres, sans parler de la surfacturation Covid-19 qui peut multiplier le chiffre par 4. Vous avez bien compris? Et ça aussi, mais tous les médecins urgentistes vont vous le dire, qui sont en réa. Si vous avez une réa avec 17 lits, et qu'en permanence, il n'y a que 13 lits qui sont occupés, on va vous faire chuter le nombre de lits. Peut-être pas de la différence, mais certainement de la moitié. Vous allez perdre 2-3 lits. Donc, on se débrouille toujours pour que les réas soient pleins. Martine Vonner l'avait dit à l'Assemblée nationale, elle voit des gens qui sont en réa, parce qu'elle est médecin, avant d'être députée, elle voit des gens en réa qui ont 2 à 3 litres d'oxygène. Pas besoin d'être en réa pour ça. On peut le mettre dans une chambre et lui donner 2 à 3 litres d'oxygène. Donc les réas doivent être pleines. De plus, une fois de plus, une question fondamentale. Et là, je demande vraiment aux juristes, aux avocats spécialisés de répondre à cette question. Déjà, un médecin généraliste est surpayé pour du Covid. 55 € à la place de 23. Question, pourquoi? Pourquoi? Pour Ebola, c'est combien? Pour le sida, c'est combien?
Pourquoi on donne plus? Ensuite, si dépistent des gens qui sont positifs, il reçoit une prime de 30 € par test positif en plus. Pourquoi? Il fait juste simplement son métier. Pourquoi on lui donne plus d'argent? L'hôpital, ça peut être multiplié par 4, l'argent qu'il reçoit s'il est en Covid. Pourquoi? Pour Ebola, c'est combien? C'est x10? Non. Donc pourquoi on paye plus? Peut-être pour donner des chiffres en plus. C'est une question que je pose. Mais il faut bien en être conscient que c'est comme ça. De plus, pour continuer le virus de la peur, on change les seuils. Là, on ne sait plus combien de fois on change les seuils. Alerte rouge, pour peindre la carte Covid en rouge, le gouvernement a baissé le seuil d'alerte de 40 à 30%. En fait, regardez, ici c'est le 2 octobre, vous voyez la France, 25,1% de taux d'occupation des lits en réanimation, et vous voyez que le seuil, il est à 40%, avant d'arriver à 60% en rouge. Mais encore faudrait-il savoir le nombre, parce que le nombre il n'est pas énorme. Si vous avez par exemple une grande agglomération et qu'elle a 17 lits en réa, bon, c'est sûr que ça va vite être atteint. Mais regardez là, aux surprises, le 11-10, donc 9 jours plus tard, la ligne verte a descendu. Elle n'est plus à 40, elle est à 30. Et là, on a 29,3% de taux d'occupation des lits en réanimation. Le gouvernement joue souvent avec ces seuils. Comme avant, on comptait les morts, maintenant on compte les nombres de cas positifs. Bientôt, on va compter le nombre de tests que l'on fait, je ne sais pas. C'est assez étrange. Concernant les tests, il y a les tests antigéniques qui arrivent. Pourquoi? Parce que c'est plus rapide, parce qu'ils n'arrivent pas à faire les tests RT-PCR rapidement. Éric Chabrière dit, l'IUHU a montré depuis le mois de mars que les tests PCR supérieurs à 35 CT étaient trop sensibles, voilà ce qu'on vient de dire. Eux, ils les font pour avoir des cas positifs. L'IUHU montre maintenant les tests rapides antigéniques ne sont pas assez sensibles. Pourquoi utiliser en 30 minutes un test passoire alors que l'IUHU utilise une routine de test PCR précis en 20 minutes? Mais oui, mais l'IUHU sait faire, c'est l'excellence française, mais Olivier Véran, quand il va à Marseille, il ne va pas voir l'IUHU. Ça aussi, c'est un very strange. Alors maintenant, reprenons. Le gouvernement annonce cette seconde vague depuis la première. Macron, déjà dans son discours de confinement, il avait dit les jeunes seront atteints après. Il avait déjà annoncé. Il lisait déjà dans la boule de cristal. C'est resté dingue quand même. Il est très très fort ce président. Donc moi, j'y ai jamais cru à la seconde vague, comme d'autres. Chacun est libre de penser. Encore, j'espère, dans ce pays, c'est pas la dictature de la pensée unique. Mais si j'étais au gouvernement et que je pensais, moi, qu'il y allait avoir une seconde vague, je l'aurais préparé. J'aurais vu que ce qui clochait dans la première vague, c'était qu'il n'y avait pas de lits en réanimation, justement. Ce qui clochait en première vague, c'est qu'il n'y avait pas assez de matériel, pas assez de masques, pas assez de surblouses, pas assez de gants. Ce qu'on a constaté pendant la première vague, c'est qu'il n'y avait pas assez de personnel soignant. Ce qu'on a constaté pendant la première vague, c'est qu'il n'y avait pas assez... alors maintenant, on sait qu'il ne faut plus intuber, mais ça reste, il n'y avait pas assez de respirateurs, il n'y avait pas assez d'oxygène. Le professeur Raoult dit qu'il faut aussi investir dans les scanners l'eau faible fréquence. Donc tout ça, ils se sont améliorés, parce qu'ils ont eu le temps, quand même, depuis le mois de mars, on est en octobre, ils ont eu le temps pour s'améliorer. On va voir si c'est vrai. Ce que je peux vous dire, c'est que l'État nous fournissait en masques jusqu'à la semaine dernière. À partir de la semaine dernière, nous ne sommes plus fournis en masques, nous devons nous débrouiller nous-mêmes. L'État vous donne plus de masques? Plus du tout. Alors que c'est en train de reprendre? Alors que c'est en train de reprendre, la dotation de masques prévue pour les professionnels de santé s'est arrêtée la semaine dernière. On faisait une commande tous les week-ends pour avoir notre dotation de masques hebdomadaire et nous ne l'avons plus. C'est d'autant plus dommageable que le plan blanc a été déclenché. Le plan blanc, c'est un déclenchement de moyens mis à disposition des hôpitaux. Et il se trouve que le plan blanc, finalement, vise à supporter les hôpitaux en moyens, en matériel et en personnel. Et de toute évidence, il y a une faille dans le système, puisqu'on se retrouve avec des patients, des soignants qui sont obligés de venir travailler alors qu'ils sont atteints par la... Mais moi, je suis atterré quand vous me dites, et c'est la première fois que je l'entends, que depuis cette semaine, vous n'avez plus droit au masque en tant que médecin généraliste? Il y avait une dotation qui est fournie et ça, c'est fini. Dotation de l'État fournie aux médecins et aux soignants, pas que les médecins. Et ça, c'est fini. Depuis la semaine dernière, c'est terminé. Arnaud Benedetti, on marche sur la tête quand même, non? On nous explique que c'est en train de revenir. Attention, plan blanc, attention, on nous donne les chiffres tous les soirs. Ça augmente, il y a de plus en plus de malades. Et on arrête
la dotation aux médecins généralistes. Depuis le début, on dit que cette crise, c'est une crise finalement de la communication publique, mais c'est pas une crise de la communication publique, c'est une crise tout simplement de la logistique et une crise de l'intendance et une crise de la coordination des moyens de l'État. Pas de bon sens, il vous dit quoi là? Qu'il n'y a pas un peu de foutage de gueule? Je sais pas. Hein. Ils ont même l'air d'être gênés quand même, ceux qui doivent répondre sur les plateaux. Parce qu'un tel niveau d'incompétence, si on pense qu'il va y avoir une deuxième vague depuis le début, soit ils sont vraiment très très incompétents, et donc là, mercredi soir, Emmanuel Macron va annoncer qu'il vire tout le monde et qu'il en nomme d'autres, soit ils suivent un plan. On en écoute d'autres. Les soignants, être soignant, c'est une vraie vocation, vous savez. Il y a une vraie mission qui, pour moi, relève plus de l'humanisme. On est des êtres humains quand même. Ouais. Donc on peut crier. Et on peut crier pour dire que ce qu'on est en train de vivre comme condition est insupportable. Insupportable en termes de matériel, de sous-effectifs, et puis vraiment de maltraitance. Parce que, vous savez, un jour, il faudra faire les comptes sur les conséquences psychologiques, humaines. Vous savez qu'il y a quand même eu 70 morts chez les soignants en France. Il y a une première crise qui a vraiment ébranlé les soignants. Bon, héroïsme, la population, les applaudissements, tout ça. Et puis finalement, une entraide assez incroyable entre tous les hôpitaux de France. Le rôle de l'État, quand même, c'est d'organiser les choses. Or, il ne s'est rien passé. Donc aujourd'hui, les soignants sont dans la deuxième crise. Il ne s'est rien passé. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'ils n'avaient pas de matériel, que les tests n'avaient pas été organisés, et puis que il y a tellement personne dans les hôpitaux que même quand ils sont malades, même asymptomatiques, ils doivent aller travailler. L'État se surpasse parce qu'il arrive à être plus mauvais pour la deuxième crise que la première. C'est quand même un comble. Il ne s'est pas rendu compte qu'on serait moins fort sur la même ligne de départ sans renfort. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'on est à armes égales qu'en mars. Il y en a qui démissionnent, il y en a qui arrêtent. Donc il manque des paramédicaux plus qu'en mars. Si on dit l'inverse, c'est que c'est un mensonge. Rien n'a été fait. Le personnel est encore plus abîmé. Et alors qu'ils sont à bout, fatigués, que ce Ségur a été tellement mal préparé, a tellement pas répondu aux attentes. Quand on fait le Ségur et qu'on fait le Ségur que sur l'hôpital, vous savez ce que ça veut dire aux soignants? Je n'ai rien compris à la santé. Parce que la santé, c'est la ville aussi. Le médico-social, les sages-femmes, pas invitées au Ségur, les aidantes à domicile, le médico-social, les kinés, les infirmiers libéraux, les médecins généralistes qui n'avaient pas de masque. Alors non seulement le Ségur n'a pas répondu à tous ces gens-là, alors si pour la médecine de ville, il s'est passé quelque chose de très intéressant début octobre, voilà, les soignants de ville ont appris qu'ils n'auraient plus de distribution de masques. Parce qu'en fait, dans la situation d'aujourd'hui, les professionnels de santé dans leur ensemble, qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'est-ce qu'on ressent? Et moi, je le ressens, vous savez. Il n'y a pas de pilotage. Il n'y a aucune anticipation. Rien n'a été préparé. Et je ne comprends pas comment on peut en arriver là. Est-ce que ça vaut la peine d'en rajouter? Est-ce que quelqu'un peut trouver une excuse? Comment des gens peuvent encore soutenir ce gouvernement? Comment des gens peuvent encore soutenir ce ministre de la Santé? C'est juste impossible. Une démission immédiate s'impose. Ou alors ils suivent un plan. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas tomber dans leur piège et tomber dans ce plan. Parce que voilà, j'avais aussi mis sur Facebook le cri de colère des sages-femmes. Comme l'a dit Arnaud Chiche, elles sont complètement ignorées du Ségur. Elles n'ont pas été invitées. Pourtant, c'est une pièce maîtresse, les sages-femmes. Il y a les différents syndicats infirmiers. Le désespoir des soignants broyés par la maltraitance institutionnelle, méprisée par un gouvernement qui ferme des lits et refuse la reconnaissance en maladie professionnelle aux 31 000 soignants victimes du Covid-19. Dégoûter les jeunes infirmiers quittent les hôpitaux et en masse. Si vous voulez venir témoigner, y compris de façon anonyme, pas besoin, moi je dirais nullement votre nom. Je vérifierai bien sûr que vous êtes bien infirmier. Je ne donnerai pas votre nom si vous avez envie de venir vous exprimer. De temps en temps, ça fait du bien de crier sa colère. Mais ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Moi, j'entends, ça fait longtemps que je vous lis dans mes émissions, des personnes en masse, j'entends que beaucoup d'infirmiers, beaucoup de personnels soignants ont démissionné, complètement dégoûtés. Les Français confinés chez eux, ils ont applaudi à 20h, tranquille, au chaud, payés. Maintenant, ils vont payer, évidemment, les pots cassés, certainement avec la seconde vague financière, des licenciements qui va avoir lieu. Mais là, ils sont dégoûtés. Comment voulez-vous que des gens qui ont été applaudis pour leur courage, qui ont été malmenés, qui ont eu des morts, on leur annonce une deuxième vague et leur situation est encore plus précaire et on arrête les masques maintenant. Et comment voulez-vous qu'en plus on n'a pas embauché? Ils sont beaucoup moins nombreux puisqu'il y a eu, moi j'entends des chiffres hallucinants de 1200 démissions. 1200 démissions. Je vous ai même fait une émission
sur ma chaîne avec un médecin qui avait démissionné. Vous vous rendez compte ce que c'est, faire 10 années d'études et démissionner? Dégoûté de ce qui se passe? Et que dire que quand ils sont testés positifs, eh ben, ils sont obligés de continuer à être à l'hôpital. Donc vous êtes obligé de mettre un masque là dans les restaurants aquariums quand vous vous levez, ou entre les plats. Ils appellent aquarium, parce que vous savez, ils font mettre du plexiglas maintenant. On a envie de mettre la nourriture pour poissons au-dessus des aquariums. Et eux, par contre, on les laisse travailler. Alors, il y en a qui disent que oui, bah, c'est parce qu'en fait, on est protégé avec le masque. Il faut arrêter avec le masque là. Pour ceux que vous voulez lire, je vous laisse le dernier article de l'excellent Jean-Michel Wedling. Covid, l'œil, une voie de contamination. Je vous en avais déjà parlé que c'était une voie tout à fait possible, la contamination par l'œil. Les gens qui avaient des lunettes avaient 5 fois moins de risques. Il dit que les gens se touchent en moyenne involontairement le visage et les yeux environ 10 fois par heure. Ce geste est fréquent lorsqu'on travaille sur un ordinateur, que l'on cligne moins souvent les yeux, qu'ils finissent par s'assécher et piquer. Selon une étude de la Santé publique France, 5017 personnes interrogées tout de même, menée en 2016, 21% des Français déclaraient ne pas se laver systématiquement les mains après être allés aux toilettes, soit 14 millions de personnes si on extrapole le panel interrogé à la France entière. Je rappelle quand même, la France est en peloton de queue pour tout ce qui est produits de toilette, de loin, savon, tout ça, France, dernier. Et je vous laisse encore une étude. Les masques faciaux peuvent augmenter, non pas protéger, mais peuvent augmenter le risque d'infection, vous le lisez bien. Pourquoi? Juste pour vous le résumer, en raison toujours des problèmes de comportement liés à son masque, puisqu'ils doivent être portés correctement, changés fréquemment, enlevés correctement, éliminés en toute sécurité, utilisés en combinaison avec un bon comportement d'hygiène universel pour qu'il soit efficace. Moi, j'en ai vu zéro. Excusez-moi, mais j'en ai vu zéro. Dans la rue, je vois tout le monde sortir son masque dans sa poche, de son sac à main pour les femmes, accroché au sempiternel rétroviseur intérieur de la voiture. Arrêtez, quoi. Arrêtez. Arrêtez. Donc, je vous avais dit aussi qu'on parlait du paracétamol, parce que vous êtes testé positif, on vous dit de rester chez vous et prendre du paracétamol. Là, je vous laisse un excellent article, possibilité de porter plainte contre l'industrie pharmaceutique pour dissimulation du danger du paracétamol lors des infections. Car on démontre clairement que le paracétamol diminue la formation des anticorps lors des vaccinations et naturellement lors des infections, ce qui fragilise l'organisme, aggrave l'évolution de la maladie et augmente le risque de mortalité. Cependant, à la connaissance du professeur Pierre Alain, aucune information mettant en garde contre l'utilisation du paracétamol dans les infections virales fébriles n'existe. Au contraire, même, l'usage du paracétamol est prôné par l'ANSM en cas de Covid depuis le 17/3/2020. Il s'agit d'une dissimulation volontaire de la part de l'industrie pharmaceutique pour pouvoir promouvoir la vente de paracétamol. Moi, je ne sais pas si c'est volontaire pour vendre du paracétamol, puisque je vous avais déjà dit, en citant le blog de Gérard Meudrux, je vous le rappelle ici, de 1960, petit complément à l'étude citée, quelques chiffres de Vigibase. Vigibase, la base de données mondiale sur la sécurité des médicaments de l'OMS, qui enchérie par YouTube, qui recense les déclarations de pharmacovigilance de 110 États membres participants inscrits au programme international de surveillance des médicaments de l'OMS, dont la France bien sûr. De 1968 à 2020, Vigibase a colligé 6163 incidents et accidents pour la chloroquine. 6163 incidents et accidents. Mais 23 019 pour l'hydroxychloroquine et 147 697 pour le paracétamol qu'on nous demande de prescrire. La chloroquine étant un danger public et le paracétamol de l'eau douce. Les accidents cardiaques, parce qu'on a souvent parlé des accidents cardiaques. Combien de fois on a accusé le professeur Raoult, on va dire, il cachait que c'était ça donnait des crises cardiaques, l'hydroxychloroquine, la chloroquine, alors qu'on en mangeait jusqu'au mois de janvier. Du reste, la question qu'on se pose, journaliste d'investigation, pourriez demander, s'il vous plaît, à la maison Sanofi, pourquoi elle a demandé au gouvernement français, en octobre 2019, de mettre son propre produit en prescription. Moi, j'ai jamais vu une industrie demander de faire ça. Jamais. L'industrie Big Pharma, bien sûr. Donc on revient. Les accidents cardiaques, puisqu'on en a beaucoup parlé, 417 pour la chloroquine, 964 pour l'hydroxychloroquine. Aïe, 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 c'est beaucoup, c'est beaucoup. Sur des 2 milliards de médicaments vendus, c'est peanuts. Oui, mais pour le paracétamol, il y en avait 4486. Donc voilà, vous pouvez aller vérifier tout ça vous-même en tapant www.vigiaccess.org.
Vous cochez et vous regardez. Donc, qui a donné l'ordre de donner du paracétamol? La même personne qui a interdit l'hydroxychloroquine. Sur quelle base? En plus, le paracétamol fait chuter la fièvre, et vous voyez que c'est très mauvais en cas d'infection. Là aussi, je pense que c'est du domaine du pénal, parce qu'aucun docteur ne peut ignorer cela. Et que dire du traitement dans les maisons de retraite? On va juste finir par un témoignage troublant. Je vous rappelle que Édouard Philippe et Olivier Véran ont autorisé l'injection de Rivotril. Donc je vous laisse avec ce témoignage assez troublant. Et je vous laisse aussi avec Bébert des Forbans, le chanteur des Forbans, qui revient fort à propos. Fort à propos parce qu'il dit une phrase extraordinaire. Maintenant, si personne, aucun journaliste n'ose critiquer la Suède. Vous savez que tous les journalistes ont tué la Suède, combien de spécialistes, la Suède, il va y avoir des morts et des morts et des millions de morts, ils sont fous. Ouais, sauf que tout va bien en Suède. Hein. L'excellente Momochi, encore une fois, a relevé ça sur Twitter. 21 cas de Covid-19 en Suède, en soins intensifs. Ce matin, le ministre Véran annonçait une hausse de cas en Suède il y a 2 semaines. Eh bien, ils ne sont pas devenus des cas sévères. Tout est bon pour faire peur en France. Véran, démission. Véran, quand on prend Véran, tout ce qu'il a dit depuis le début, tout ce qu'il a dit, Internet a de la mémoire, c'est faux, c'est fake. Il vient donner encore des leçons, et il vient dire que il faudrait fermer la bouche à des gens comme moi sur les réseaux sociaux qui parlent de tout et n'importe quoi. Lui, il raconte que des conneries, il est fake, et c'est nous qui devrions nous taire. Lui, il a raconté que la Suède allait exploser, tiens, quoi. Allez, Véran, occupe-toi déjà des médecins français. Au lieu de t'occuper de ce qui se passe en Suède, ils savent très bien se débrouiller sans toi. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Donc je vous laisse avec ces témoignages troublants dans une maison de retraite. Et Bébert des Forbans qui disait, c'est marrant, il critique plus la Suède, mais il critique Trump. Bah, Trump qui dit, il veut faire exactement ce qui se passe en Suède. Seulement, Trump, une fois de plus, n'a pas le pouvoir. C'est les États qui ont le pouvoir, et les États démocrates font le lockdown. Le lockdown pour arriver au vote électronique ou par correspondance pour vraiment truquer. L'OMS a un petit peu changé, je vous laisse aussi l'article, un peu de son de cloche. Un responsable de l'OMS exhorte les dirigeants mondiaux à cesser d'utiliser le verrouillage comme principale méthode de contrôle du virus. Donc stop, ou encore Monsieur Macron, mercredi soir. Franchement, si vous verrouillez le pays, là, le plan éclatera à la vue de tous. Mais à la vue de tous. Quand je dis tous, c'est tous. Allez, bye bye. Peut-être à demain, peut-être après-demain, je sais pas. Bisous.